Bonjour et bienvenue au webinaire sur l'inclusion scolaire organisé par le CRA du Languedoc-Roussillon. Aujourd'hui, nous entamons notre deuxième session de webinaire. La semaine dernière, nous avons discuté de l'inclusion scolaire au niveau de la maternelle. Le webinaire a été enregistré et est disponible sur la chaîne YouTube du CRA ainsi que les supports des présentations sur le site du CRA. Aujourd'hui, nous allons aborder la question de l'inclusion scolaire au niveau de la primaire. Voilà, et comme chaque semaine, donc nous allons accueillir 3 intervenants qui interviendront chacun à leur tour et nous vous proposerons à la fin des 3 interventions un temps de questions-réponses. D'ailleurs, hop, voilà. Donc toutes les questions ne seront pas traitées, on ne pourra pas traiter toutes les questions, mais on fait notre maximum en tout cas pour les synthétiser et pouvoir répondre au maximum d'entre vous. Pour poser vos questions, ça se passe à l'écrit sur l'onglet discussion en bas de votre écran. Et voilà. Donc, aujourd'hui, nous accueillons Monsieur Delmas, qui est directeur de l'IME Ensoleillade, et Madame Pujol, qui est enseignante spécialisée dans le même IME, qui vont nous parler de l'unité d'enseignement externalisé. Ensuite, nous écouterons Amandine Gonzalez, psychologue sur le CESAD de l'Ombrelle, qui nous expliquera la place des CESAD dans l'accompagnement scolaire. Et puis, nous écouterons le témoignage de Madame Mielnicek, et son expérience sur le comité de l'école inclusive dans l'Aude. Voilà, donc je laisse tout de suite la parole à Monsieur Delmas et à Madame Pujol. Alors, il faut que j'active l'écran. Parfait. Voilà. Donc, je suis là, donc Fabienne Delmas, donc directeur du site. Pardon, avant, vous pouvez passer en mode diaporama, comme ça on verra en plein écran. Oui. Alors, un tout petit peu plus haut. Je cherche où il est, parce que du coup, je ne le vois plus. Sur diaporama. Ouais, mais... Retournez dans la... Encore. Mais le truc, c'est que je ne vois pas tout. Donc, non, là, vous avez réduit. Il est caché par le haut. Alors, diaporama à partir de l'actuel. Voilà. Super. C'est bon. Donc, Fabienne Delmas, donc, directeur du site L'Ensoleillade, donc avec une maison d'accueil spécialisée, un IME, un CESAD, un CMPP et une unité de répit. Voilà. Et donc, on est là pour parler de l'unité d'enseignement qui est au sein de l'IME, avec Francine Pujol. Alors, avant de vous parler un petit peu plus généralement, plus spécifiquement de l'unité d'enseignement externalisé, je voulais d'abord rappeler que c'était une modalité de scolarisation en France, les unités d'enseignement, puisque aujourd'hui on va retrouver 4 grandes modalités de scolarisation, tout ce qui est scolarisation individuelle à l'école, avec ou sans aide humaine, dans lequel on peut retrouver des équipes de CESAD, des équipes mobiles de médico-social d'appui à la scolarisation qui peuvent venir en appui, mais aussi des formes de scolarisation collective à l'école, et on va retrouver les ULIS, les unités d'enseignement maternel autisme, des unités d'enseignement élémentaire autisme et les unités d'enseignement externalisées, dans lequel qu'on va évoquer un peu plus spécifiquement. Il y a aussi tout ce qui est scolarisation en établissements sociaux et médico-sociaux, puisqu'il y a des unités d'enseignement qui sont à l'intérieur des établissements sociaux et médico-sociaux, notamment les IME, et puis des scolarisations à domicile ou lors d'hospitalisation qui sont aussi une autre forme de scolarisation. Cette classe chez nous, elle s'inclut dans un dispositif qui a une vocation inclusive, qui a vocation à intervenir à la fois sur l'environnement du jeune, mais aussi sur la scolarisation, la professionnalisation, tout ce qui est consultation ambulatoire, tout ce qui est accueil avec ou sans hébergement,
de soutien aux aides aux aidants ou de répit avec différents types de services que j'ai évoqués tout à l'heure en introduction. Et l'unité d'enseignement n'est pas un service à part entière, mais est un outil à part entière au service de ce dispositif inclusif. On est regroupés, nous, en cœur d'héros. Le cœur d'héros, c'est effectivement un ensemble de près de 100 000 habitants aujourd'hui, et c'est le seul IME qui est sur le territoire. Et on a une proximité territoriale entre tous les établissements et services du site Ensoleillade, avec l'IME L'Ensoleillade qui a son unité d'enseignement qui est à peu près à 500 mètres, son internat qui est à peu près à 800 mètres, et attenant à la masse, voilà, et puis le CMPP qui est à peu près à 4 km. Donc, on a un ensemble qui est bien regroupé. Voilà. L'unité d'enseignement, je ne sais plus si c'est à vous ou à moi, Francine, c'est encore à moi. L'unité d'enseignement, c'est 2 espaces, une externalisée, donc au sein de l'école où on accueille actuellement des enfants de 6 à 12 ans. Ils sont 6 maximum en même temps. Ils ont soit de la déficience intellectuelle, ils ont tous de la déficience intellectuelle, mais certains sont diagnostiqués TSA. Ils sont donc sur des temps de scolarisation au sein de l'école, et ils sont accueillis entre 3 et 12 heures par semaine, par enfant. Voilà. Et puis, on a une unité d'enseignement en interne située à côté de l'accueil administratif du dispositif, où là, on accueille à la fois le reste des enfants de 6-12 ans qui ne sont pas scolarisés à l'unité d'enseignement, et puis à tous les enfants qui ont 12 ans et plus, qui sont également accueillis. Et au total, cet ensemble fait que nous accueillons 33 ou 34 enfants sur 51 accueillis au sein de l'IME. Ceux qui ne sont pas accueillis, globalement, c'est soit que leurs troubles sont trop massifs pour l'instant pour des temps de scolarisation, mais le plus souvent, c'est parce qu'ils ont 18 ans et plus et qu'ils ne sont pas forcément concernés par cette demande-là. On a 2 enseignantes, une mise à disposition par l'Éducation nationale, c'est Francine Pujol qui est avec moi, et puis l'autre que nous financions sur le budget propre de l'IME. Voilà. C'est encore à moi. Alors, pour vous dire un mot sur comment on a créé l'unité d'enseignement, elle a été créée en septembre 2018. C'est passé par une convention avec l'Éducation nationale d'externalisation, puisque Francine travaillait à l'intérieur de l'IME à l'époque. Et donc, on a réfléchi avec l'Éducation nationale comment externaliser cette classe. Ça s'est fait bien sûr en lien avec l'ARS, et c'était un des objectifs, l'externalisation qui était fixée dans le cadre du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens. Voilà, et bon, on a eu un petit soutien de crédit non reconductible pour l'aménagement un peu des locaux, surtout sur le plan mobilier. Voilà. Et puis, on a fait une convention avec la mairie, puisqu'il faut bien sûr qu'un groupe scolaire et la municipalité qui l'accueille soient partie prenante. Bien sûr, tout ça, ça s'inscrit dans le cadre de la charte de la laïcité à l'école, puisqu'on est dans un groupe scolaire public. Et bien évidemment, ce sont des valeurs auxquelles adhère la DPEP 34, qui elle-même en fait une valeur fondamentale, la question de la laïcité. Bien sûr, il nous fallait des locaux relativement adaptés au sein d'un groupe scolaire, dans ou en périphérie. Ça a été un des premiers enjeux dans nos discussions avec la municipalité. Il faut savoir que dès qu'on crée une unité d'enseignement, quelle que soit sa forme, externalisée, maternelle, autisme, élémentaire, autisme, etc., il y a une codirection qui s'établit entre l'école et l'IME, avec des responsabilités partagées, puisque à la fois ce sont des élèves du groupe scolaire, donc soumis
à la responsabilité de l'école, mais aussi sont des élèves de l'IME et donc soumis à la direction de l'établissement. Donc, il y a une collégialité dans la direction qui s'établit. Et bien sûr, dans les conditions préalables, il y a quand même le lien avec les enseignants du groupe scolaire, le périscolaire pour une mise en place à la fois d'abord progressive, puis régulière pour une mise en œuvre des projets d'inclusion. Et ces conditions sont essentielles si on veut que ça marche. Cette fois-ci, c'est à Francine. Voilà, bonjour. Voilà, donc ça, c'est la salle de classe que vous voyez. Dans un premier temps, comme l'a dit Monsieur Delmas, on n'a pas pu avoir un local qui était à l'intérieur de l'école parce que les effectifs sont importants et il y a une extension qui est prévue. Et nous aurons notre classe à l'intérieur de l'école quand cette extension sera réalisée. Et pour l'instant, on est un peu en périphérie, ce qui est pas une mauvaise chose, je dirais, dans un travail où il faut tisser quand même les liens et où ça se décrète pas trop. Une inclusion, ça se travaille, moi je dirais, au jour le jour. Voilà, donc voilà la classe avec pas mal de coins aménagés pour les enfants. On a pas mal d'outils, dont vous les voyez. Sur la gauche, là, les doigts, c'est pour voir comment on va le matin. On fait un peu une météo des sensations ou des émotions, comment on se sent. Le panneau que vous voyez sur la droite, c'est un travail qu'on a fait pour essayer de rédiger des compétences, mais qui vont au-delà des compétences scolaires, parce qu'on ne trouvait pas, enfin, je n'étais pas très satisfaite de ce qu'il y avait, donc on a fabriqué notre propre outil, voilà. On travaille bien sûr avec une méthode de communication augmentée. Donc, dans notre cas, on a été formé au Makaton, qui allie à la fois les signes de la langue des signes et à la fois un certain nombre de pictogrammes qui permettent de lire. Voilà. Je ne sais pas si on continue, peut-être. Voilà, ici, vous avez un exemple d'emploi du temps, donc qui est pictographié pour que les enfants se repèrent. La bande rose permet de bouger au fur et à mesure du déroulé de la matinée, puisque en fait, j'accueille, comme vous le voyez sur le document, les mêmes enfants tous les matins et les mêmes enfants tous les après-midi, ce qui permet d'avoir énormément de régularité et de repères pour eux. Les matinées ou les après-midi sont construites de la même façon, donc il y a un repère au niveau temporel qui s'opère, et bien sûr au niveau des lieux, puisqu'on est dans la même pièce. Et les transitions, je travaille avec 2 éducatrices le matin, une l'après-midi, et les transitions sont facilitées dans la mesure où ça se déroule au même endroit. Donc, en fait, un enfant va passer d'une activité à l'autre en changeant, entre guillemets, d'adulte. Et on est repéré par eux sur les activités qu'on conduit et sur les lieux dans la classe dans lesquels on les conduit. Ça, c'est quelque chose qui est important. Voilà. Okay. Je pense qu'on peut passer. Voilà, donc là, c'est un petit peu spécifié. Je suis très attachée au fait qu'il y ait de la régularité pour que ça favorise un maximum de prise de repères par les enfants. Donc vraiment, et une alternance aussi de moments de petits collectifs, de ce petit collectif, et puis de moments de travail davantage en binôme, voire seul, quand des fois c'est nécessaire, mais le plus souvent, on travaille en binôme avec les enfants. Voilà, je ne sais pas s'il va y avoir ensuite un document qui spécifie le travail qu'on a pu faire avec les enfants des écoles publiques. Monsieur Delmas, je ne sais pas. Je sais plus. Oui, là, on en parle un petit peu. Allez-y. Voilà. Alors, en fait,
ce que je voudrais dire quand même sur l'histoire de l'inclusion, c'est que c'est quelque chose donc, qui se travaille, qui n'est pas évident au départ. Et je crois qu'il faut que, comment dire, en tout cas nous sur le village dans lequel nous sommes, les classes sont assez chargées en effectifs et mon idée c'était vraiment de ne pas alourdir les classes et il fallait que le gain soit, j'allais dire, dans les deux sens, quoi. Voilà. Donc évidemment qu'on a mis en place des choses. Par exemple, j'ai proposé à une classe de CP de faire des temps de chant avec les enfants. Et du coup, c'est moi qui allais chercher un groupe d'enfants du CP. On faisait un peu une inclusion inversée, qui venaient chanter avec les élèves de ma classe. Et petit à petit, un groupe, puis deux groupes, c'est-à-dire la moitié de la classe. Et ensuite, c'est nous qui allions dans l'école pour chanter avec les enfants dans leur classe. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qui s'est fait un petit peu progressivement. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Et le retour qu'ont pu faire les parents et les enseignants de l'école sur cette démarche nous a confortés là-dedans. Il y a eu aussi des temps partagés sur des séances de sport avec des enfants plus grands, pour les enfants que j'accueille l'après-midi. Et là aussi, au début, on a pratiqué à côté. Et puis petit à petit, suivant les activités sportives qui étaient proposées, certains enfants de la classe ont pu s'inclure dans ces activités-là. Donc c'est une méthode un peu douce et qui prend un peu de temps, mais qui, je crois, respecte un peu les rythmes de chacun. Et en tout cas, ça a fonctionné, me semble-t-il, jusqu'au confinement, puisque là, les choses sont arrêtées ou suspendues, j'espère, pour l'instant en tout cas. Voilà. Il y a aussi des articulations avec l'IME. Hein. Ah oui, tout à fait. Oui, oui. Ouais. Il y a des temps qui sont partagés avec des enfants aussi qui sont, eux, à l'intérieur de l'IME. Et il y a des temps d'activité en commun, certains moments. Et puis, il y avait aussi des temps partagés avec les enfants qui sont accueillis sur le centre de loisirs qui est à côté de notre classe et qui ont permis aussi des activités très intéressantes autour de jeux, autour d'activités cuisine, autour d'activités de jeux extérieurs qui ont vraiment été intéressantes à mener. Voilà. Alors, pour autant, on a encore un peu de chemin à faire. Hein. Le premier point, c'est quand même pérenniser ce projet d'unité d'enseignement. Bon, par exemple, cette fin d'année scolaire précédente et la nouvelle, voilà, la question de est-ce qu'on pourrait rester ou pas dans les locaux actuels s'était posée. Hein, parce que la mairie avait besoin pour un autre projet, etc. Donc, voilà. On a une municipalité qui est vraiment très partie prenante du projet, mais qui le pense des fois un petit peu comme une association ordinaire, là où on leur dit c'est un mouvement, la question inclusive, et c'est un mouvement durable et pérenne qu'il faut acter dans les choses, et je crois qu'ils l'ont bien entendu puisqu'ils nous ont laissé la possibilité de continuer dans les locaux jusqu'à ce qu'on ait un lieu plus adapté dans le groupe scolaire. Je vous ai mis un petit plan à côté. En fait, un des enjeux à venir, c'est effectivement de faire rentrer l'unité d'enseignement dans le futur groupe scolaire, avec 60 mètres carrés dédiés à l'IME et à son unité d'enseignement, qui seront donc à l'intérieur de l'école, avec quand même une réflexion dès les plans sur les circulations, sur les espaces, sur la manière d'être en récréation. Voilà, c'est un groupe qui aura près de 600 élèves et c'est pas simple de s'immerger au sein d'un groupe de 600 élèves. Et donc, il faut trouver à la fois
des équilibres pour permettre à chaque jeune de ne pas avoir plus de troubles, mais aussi de favoriser toutes les passerelles inclusives que permettent d'être sur un même site, un même lieu, etc. Et on a essayé de le penser dès l'architecture. Et Francine a été d'ailleurs associée moi-même au projet architectural. En tout cas, il y a eu 2-3 réunions sur cette thématique. L'idée aussi serait de poursuivre cette démarche d'unité d'enseignement externalisée sur les plus grands. On passe bien sûr au collège, mais peut-être aussi au lycée agricole qui est sur le territoire. Voilà. Pour ça, on attend un second poste de l'éducation nationale, ce qui n'est pas le cas à ce jour, puisqu'on est en taux d'encadrement, un enseignant en éducation nationale pour 47 places, un des plus faibles du département en termes de taux d'encadrement. Voilà. Voilà. Et puis l'idée, c'est aussi de maintenir une offre scolaire en interne avec notre budget propre, parce que si la tendance est inclusive, il est incontestable aussi que certains gamins sont trop éloignés de l'école pour l'instant et ils ont besoin de temps très très courts de classe que ne permet pas une unité d'enseignement qui souvent on est dans un accueil au moins par demi-journée ou par tranche de demi-journée, mais voilà, on a des gamins qui des fois ne peuvent pas rester plus de 15-20 minutes dans une salle de classe, et donc il faut qu'on puisse pouvoir proposer autre chose, et ça, c'est un peu plus facile au sein de l'IME. Voilà. Et puis, bien sûr, il va falloir qu'on articule tout ça sur le territoire, qu'on le fasse mailler à la fois dans des prises en charge partagées, dans des liens avec tous nos partenaires, avec tous les acteurs du territoire. Et ça, c'est un défi qui nous attend tous de même. Voilà. Et c'est la fin. Merci pour votre présentation. On va tout de suite enchaîner avec la présentation d'Amandine Gonzalez, donc psychologue, je rappelle, sur le CESA de l'Ombrelle. Bonjour à tous. Hop, je vais mettre mon diaporama. Voilà, est-ce que c'est bon? Tout le monde voit le diapo? Pas encore. Pas encore, alors parce que moi, Bon, il est bien affiché là. C'est bon, c'est parfait. Ah, super. Alors, Amandine, pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer la place du CESAD dans l'accompagnement scolaire des enfants avec TSA? Oui, alors déjà le CESAD, donc c'est un service d'éducation spéciale et de soins à domicile. Donc la partie domicile, il faut le voir de façon très élargie, c'est-à-dire qu'on va intervenir dans tous les lieux de vie de l'enfant. Donc nous, sur l'antenne de Mobio, nous sommes spécialisés, nous sommes un CESAD spécialisé qui accueille donc que les enfants qui ont un TSA, les enfants et les adolescents. Et donc on va intervenir aussi bien chez eux qu'à l'école, dans les centres de loisirs, à l'extérieur, etc. Donc si je me concentre vraiment sur notre approche à l'école, sur notre accompagnement scolaire, de manière générale, nous, on va vraiment viser à ce que l'enfant soit bien, à ce qu'il ait vraiment un bien-être de façon générale, qu'il grandisse dans les meilleures conditions avec son TSA, qu'il puisse vraiment gagner en autonomie. Donc voilà, toujours dans la mesure de ses possibles. On va vraiment essayer de travailler cette autonomie-là en lien avec l'école, du coup, les enseignants, les accompagnants et surtout les parents. Parce qu'on va donc essayer de généraliser ce qui se passe à l'école
avec le domicile et en fait, on est toujours sur des vases communicants. Donc, même si là, je vous parle de l'accompagnement scolaire, tout ce qu'on va travailler du côté du domicile, du côté des parents, va aider en fait pour que l'enfant devienne un élève et qu'il gagne aussi en autonomie à l'école. Le but du CESAD, et ça va être aussi d'aider l'enfant à rester scolarisé dans le milieu ordinaire. Donc, on va vraiment essayer à ce qu'il y ait une continuité dans sa scolarisation et qu'elle se passe le mieux possible pour lui et qu'il soit en capacité de devenir apprenant et de suivre des apprentissages. Donc, on va, le CESAD va aussi du coup développer les capacités socio-adaptatives des enfants. Parce que pour aussi être apprenant, il faut être capable de rester en classe, de côtoyer des camarades, d'être en interaction avec eux, d'écouter l'enseignante, d'avoir une posture particulière aussi et de pouvoir exprimer ses besoins. Donc, on va essayer de développer toutes ces capacités-là et pareil, voilà, donc encore cette notion de vase communicant et de compétences transversales, le travail à domicile et puis ensuite ça vient sur l'école. Et donc notre objectif aussi, c'est en fait le CESAD va intervenir de façon régulière dans le cadre scolaire, mais on va pas être là tous les jours ni sur toute une journée d'école. Donc notre but, c'est de vraiment pouvoir transférer nos connaissances, donner des ressources, développer des ressources de compétences chez les enseignants, chez les AESH. Donc les AESH, c'est les accompagnants des élèves en situation de handicap, c'est l'autre nom des AVS. Voilà, il y a beaucoup d'acronymes qui changent. Mais voilà, AVSH, c'est pareil. Donc vraiment, notre objectif, c'est de transférer nos connaissances et de développer des ressources et des compétences au niveau du corps enseignant et de les aider à mieux comprendre en fait le profil spécifique de chaque enfant. Donc, j'ai mis lien avec la famille, c'est plus qu'un lien, parce que voilà, il y a vraiment un soutien, un accompagnement, de la collaboration avec les parents aussi. On a le travail le plus important finalement, c'est avec les familles, puisque l'enfant, son milieu de vie, essentiellement, c'est avec ses parents, avec sa famille. Et eux, il faut vraiment, c'est vraiment un bon appui pour l'école. Il faut vraiment pas l'oublier, c'est que ils connaissent par cœur leur enfant. C'est eux qui savent le mieux en fait quels sont les points ressources de leur enfant. Donc nous, évidemment, on va parfois, en fonction aussi des familles, les aider à découvrir aussi un petit peu plus leur enfant et justement ses points forts et ses points faibles. Mais c'est vraiment un bon soutien pour l'école aussi. Il ne faut pas hésiter quand on est enseignant, voilà, à solliciter les parents et à leur demander parfois conseil ou des astuces pour que ça fonctionne bien. Voilà. Donc j'ai mis le lien, mais finalement j'aurais dû mettre un mot beaucoup plus fort parce que c'est très important le rôle des parents. Alors là, je suis sur Un la dernière partenariat. info. Je ne sais pas pourquoi. Alors, attendez. Comment je fais pour revenir au début? Comme ça, à la main. Tac, tac. Voilà. Donc, pour intervenir dans les écoles, on a une équipe qui est pluridisciplinaire avec du coup des éducateurs spécialisés. On a aussi un psychomotricien. Les orthophonistes peuvent également intervenir dans les écoles sur les temps scolaires pour la mise en place d'outils de communication notamment. Donc, même si au CESAD, on n'a pas d'orthophoniste attitré, mais on est en convention avec les orthophonistes en libéral, voilà, on travaille aussi en lien étroit avec elles et avec eux. Les projets d'accompagnement de chaque enfant, parce que chaque enfant du CESAD ont des projets individualisés d'accompagnement, sont également rédigés avec les partenaires libéraux et avec les parents. Donc, on va intervenir dans le milieu scolaire. Donc, moi aussi, en tant que psychologue, je peux intervenir dans le milieu scolaire. On a aussi, j'ai oublié de le dire, une pédopsychiatre, la responsable de service également, qui peut intervenir en cas de besoin.
Et on intervient du coup dans tous les lieux du milieu scolaire. Donc, c'est pas que en classe qu'on va pouvoir venir, mais ça va être aussi sur des temps de cantine, des temps de récréation, les temps d'accueil du soir aussi, les temps périscolaires qui vont se situer à l'école. Le but étant que les compétences de l'enfant puissent être généralisées dans chacun des lieux où il va en fait côtoyer. Les prises en charge peuvent être en individuel, mais peuvent être aussi collectives auprès des camarades. Donc, ça nous arrive de faire des petits groupes, en fait, avec quelques camarades de classe pour travailler certaines habiletés, notamment soit au niveau des habiletés sociales, travailler sur la communication, des temps de partage, voilà, les regards, l'attention conjointe. Donc, ça, c'est des choses qu'on peut faire. On n'a pas de recette en fait prédéfinie, mais on a beaucoup de modalités d'intervention possibles et on s'adapte en fait à chaque enfant et aux besoins aussi des enseignants. Donc évidemment, on a un lien étroit avec les enseignants et les AESH. Bon, comme je disais tout à l'heure, le but c'est vraiment de transmettre des connaissances, des outils et de se coordonner sur les outils qu'on va utiliser surtout. Parce que donc on peut mettre en place en fait nous des ateliers au sein du CESAD avec un enfant pour justement travailler sur son autonomie, sur sa posture de travail, et puis ensuite les transférer dans le milieu scolaire. Et donc dans ce cas-là, on fait vraiment attention à ce que les outils soient les mêmes et adaptés à chaque lieu. On utilise de manière générale des méthodes d'éducation structurée comme les méthodes Teach. Voilà, on utilise aussi tout ce qui est analyse fonctionnelle, les analyses appliquées du comportement, donc les méthodes ABA par exemple, pour soutenir les enseignants et puis essayer d'évaluer les comportements des enfants. Donc voilà, tout ça dans le but d'essayer d'éviter des déscolarisations et pour voir le côté positif, vraiment d'aider l'enfant à apprendre et à se sentir bien dans la classe. Donc pour tout ça, on fait beaucoup de sensibilisation et d'information dans les classes, que ce soit auprès des enseignants, des psychologues scolaires, des AESH, des ATSEM, etc. Donc, on fait des sensibilisations sur les TSA, mais aussi sur les troubles du neurodéveloppement en général, parce que les enfants n'ont pas souvent qu'un autisme, ils ont souvent des troubles associés, des troubles de l'attention. On peut aussi avoir des enfants qui ont des retards, des troubles du langage, etc. Donc, c'est important quand même d'avoir une information générale. Et ensuite, on va cibler aussi sur le profil spécifique de l'enfant. Les CESAD vont participer aux ESS, aux équipes de suivi de scolarisation, qui se déroulent du coup avec les partenaires libéraux, les orthophonistes, mais aussi avec les parents et avec le corps enseignant, pour justement travailler à la bonne coordination des aménagements et à suivre l'évolution de l'enfant. Donc nous, on essaie de faire en sorte que nos projets d'accompagnement au CESAD soient aussi vraiment en lien avec les objectifs de l'enseignant pour le travail en classe. Voilà. Donc, on travaille à cette inclusion, du coup, puisque c'est l'objet de ce webinaire. Nous, voilà, le CESAD a vraiment le souhait de pouvoir accompagner les enfants dans un milieu ordinaire. Voilà, c'est vraiment notre rôle premier. Mais cette inclusion n'est pas forcément évidente. Donc, il y a cette notion vraiment avec la loi de 2005 du passage de l'intégration de l'enfant à son inclusion. C'est-à-dire que c'est l'école qui doit s'adapter aux besoins de l'élève en situation de handicap et pas l'élève qui doit s'adapter à ce qui lui est proposé. Donc évidemment, c'est pas toujours évident. Il y a beaucoup de contraintes, mais aussi beaucoup de leviers possibles avec beaucoup d'enjeux territoriaux, individuels, politiques, financiers.
Et puis, là, il y a aussi quand même beaucoup de pression du côté des écoles parce que il y a quand même toujours cette notion aussi de faire toujours mieux avec parfois moins de moyens, avec toujours plus d'élèves dans les classes. Donc voilà, il faut que nous, quand on intervient en fait dans les écoles, on arrive aussi à faire un petit peu l'état des lieux de la classe, de l'école, savoir voilà, comment ça se passe déjà de manière générale dans l'école et dans la classe, cette notion d'inclusion et comment est-ce qu'on va pouvoir travailler pour être assez fin et aider avec les moyens du bord en fait à faire avancer cet élève. Voilà, et puis après, il y a aussi ce qui peut être dans les contraintes ou dans les freins, la peur, la méconnaissance du handicap, hein, parfois il peut y aussi y avoir un rejet du handicap, et de l'autre côté, des volontés aussi d'accueillir, hein, de faire bien. Donc voilà, on essaie de jouer avec tout ça et voilà, on essaie de faire au mieux. Et du coup, alors quels sont selon toi ou selon vous au CESAD, les ingrédients qui vont favoriser cette inclusion? Alors, comme je le disais, il n'y a pas de recette, phare, mais bon, on peut avoir quand même des éléments qui vont favoriser cette inclusion. Voilà, comme je le disais déjà, de voir quel est le projet de l'ULIS, hein, et pas forcément que de l'ULIS, mais aussi tout simplement de la question de l'inclusion dans l'école. Hem, donc les ULIS, hein, ce sont les unités d'inclusion, les unités localisées d'inclusion pour l'inclusion scolaire. Heu et donc, on essaie déjà de voir, voilà, où est-ce que où en est ce projet-là. Si on a un projet d'ULIS ou d'inclusion a été présenté à toute l'école, qui a été travaillé ensemble, qui est compris et qui est accepté par la majorité du corps enseignant, déjà on sent que cette volonté d'accueillir, hein, même si ça va être compliqué, si l'enfant a beaucoup de troubles associés ou qu'il a des comportements perturbateurs, on sent quand même qu'il va vraiment y avoir cet effort de collaboration et de réflexion. Voilà, et après pour que ce projet soit mené à bien, comme je disais, il y a vraiment cette question de moyens suffisants aussi, de pouvoir aménager la classe, hein, des supports, avoir du temps aussi. Parce que nous, on se rend compte que, des fois, on voudrait avoir plus de temps pour discuter avec les AESH ou avec les enseignants, mais en dehors du temps de classe, en fait. Parce que quand ils sont sur le temps de classe, voilà, ils sont occupés dérangés par les élèves, ils sont occupés par eux, leurs objectifs de travail, ils ont un cours à mener. Donc voilà, c'est pas forcément évident d'avoir un temps en plus, notamment pour les AESH en fait, de discussion et de travail avec nous. Donc on intervient sur les temps de classe, mais voilà, c'est pas toujours évident. Et puis le taux d'encadrement pour les enfants aussi n'est pas toujours suffisant par rapport aux besoins de l'élève. Certains élèves vont avoir besoin de quelques heures d'AESH et d'autres vont avoir besoin d'AESH, mais sur un temps complet de scolarisation. Donc, voilà. Après, voilà, comme je le disais, le partenariat avec toutes les personnes qui vont graviter autour de l'enfant, que ce soit les enseignants, les AESH, les professionnels de soins, les parents, heu, c'est hyper important et c'est vraiment ça qui va faire avancer si on arrive vraiment à se coordonner. Parce qu'il ne s'agit pas d'avoir la volonté de travailler ensemble et de temps en temps dire: «Oui, oui, on travaille ensemble». Il faut vraiment qu'on arrive à coordonner, en fait, nos actions pour que ce soit cohérent et que ça ait un sens. Les co-interventions sont justement favorisent beaucoup, je trouve, cette inclusion, notamment avec les AESH. Quand on intervient vraiment ensemble autour d'ateliers ou autour d'une petite séance spécifique pour aider l'enfant à être autonome, ça fonctionne vraiment très bien. Et après, je reviens sur la question de la formation, des enseignants, des AESH, et puis aussi, les sensibilisations auprès des élèves sont importantes, parce qu'on a repéré que, sensibiliser la classe, donc les élèves directement à l'autisme et aux spécificités de fonctionnement, de leurs camarades ou même si on cible pas forcément leurs camarades, ça dépend vraiment, des classes. Des fois c'est nécessaire, des fois on est plus généraliste et ça va vraiment augmenter leur tolérance par rapport
au comportement de leurs camarades autistes. Ça va augmenter leur tolérance par rapport aussi, des fois, à ce qu'ils pourraient penser comme étant des passe-droits par rapport à certaines règles. Et ça va aussi augmenter leur tentative d'interaction positive avec eux. Et du coup, voilà, toujours cette question de vase communicant, si eux vont plus vers les élèves TSA, du coup, les élèves TSA vont aussi avoir plus d'opportunités de communiquer, d'être en relation, donc plus de plaisir partagé, etc. Donc voilà, c'est que des bénéfices. Donc ça, généralement, c'est quand même, il me semble en tous les cas sur le CESAD, voilà, les éléments clés pour avancer. Après, on a aussi notre positionnement, nous, en tant que CESAD, c'est, voilà, comme je vous disais, pas toujours évident. C'est important de faire aussi attention à notre mode de communication, à notre mode d'intervention, pas être trop intrusif, pas être trop vertical. Voilà, on n'est pas ceux qui, oui, on a une expertise dans l'autisme, mais on n'est pas expert pour apprendre les additions, pour apprendre à lire, etc. Ça, c'est vraiment le rôle de l'enseignant. Et du coup, voilà, on est très vigilant, on essaie en tous les cas de faire très attention à notre mode de communication pour être dans ce partenariat et que finalement, dans nos compétences, on ait des compétences croisées et complémentaires. Et pareil, du coup, le positionnement des enseignants que si des gens sont à l'aise avec l'enfant, avec eux, de prendre du temps pour aller à la avec de perception parce que certaines personnes sont formées, mais par contre, elles ont l'impression de ne pas savoir assez. Donc du coup, c'est hyper important qu'on puisse en discuter et ça va vraiment jouer sur l'accompagnement de l'enfant. Après, il y a tous les aménagements pédagogiques. J'essaierai, sur les autres diapos, je vais essayer de détailler un petit peu plus si j'ai le temps, mais sinon, les diapos sont accessibles. Voilà. Notre objectif aussi, et ce qui va permettre l'inclusion, c'est de vraiment développer les capacités d'apprenant chez l'élève, chez l'enfant, qu'il arrive à être dans un apprentissage, à vivre avec les autres. Et puis, ce qui va bien fonctionner aussi, ça va être du coup de travailler sur les habiletés sociales. Donc, dans les aménagements, c'est ce que disait déjà Madame Pujol tout à l'heure, donc je passe rapidement. Le but, en fait, c'est qu'on essaie de trouver des aménagements. Donc, j'ai mis environnement, mais c'est aussi pédagogique, de trouver des aménagements qui vont répondre aux faiblesses en fait de ces élèves. Donc, les faiblesses au niveau de la communication verbale. Donc, du coup, on va essayer d'avoir le maximum de supports visuels pour communiquer, pour les aider en fait à avoir une pensée visuelle aussi, pour construire de nouvelles notions. S'ils ont un support de communication augmenté de type POD ou de type PEX, etc., voilà, les mettre aussi en place à l'école. Veiller aussi à ce qu'ils comprennent bien les informations, ne pas hésiter à répéter pour donner du sens, valoriser. Évidemment, ça tombe sous le sens, mais c'est hyper important en fait de les mettre en réussite et de partir vraiment de leur niveau de développement pour vraiment voilà, passer des petites étapes très progressivement. Donc ça, on y est assez vigilant. C'est pas toujours évident effectivement de pas aller trop vite. Mais voilà, utiliser du coup aussi leurs intérêts restreints, par exemple, pour les renforcer, pour les motiver. Ça fait partie des petits aménagements qu'on peut mettre en place. Avoir un espace de travail individuel aussi, ça peut être aidant pour eux qui ont des difficultés dans les interactions, qui ont besoin de calme aussi. Parce que voilà, traiter tous les stimuli ensemble, c'est compliqué. Voilà, bon, etc. Sachant que aussi, je voulais juste souligner sur ce webinaire l'importance de prendre en compte les spécificités sensorielles, parce que c'est vrai qu'elles sont souvent oubliées, parce qu'elles apparaissent pas forcément au premier plan. On va souvent prendre en compte quand même
la sensibilité auditive. Donc, voilà, facilement mettre un casque, ça c'est accepté, mais on peut oublier tout ce qui est leur sensibilité peut-être visuelle, s'il y a trop de lumière, s'ils sont à côté d'une fenêtre, s'il y a trop d'éléments sur une page. Voilà, s'il y a des fois une copine qui a toujours plein de bracelets ou des choses comme ça qui sont très, très visibles, très brillants, qui vont attirer son attention. Donc, il faut faire voilà, vraiment attention à ces spécificités sensorielles, même tactiles. Voilà, de pas forcément toucher, ou en tout cas faire attention que toucher, c'est pas quelque chose d'agressif, etc. Bon, à l'avoir en tête. Après, on va viser vraiment le développement de compétences chez l'élève pour qu'ils puissent aussi, vraiment, parce quand ils sont en primaire, on pense vraiment au passage en sixième ou en tous les cas à la suite. Et l'élève doit développer des compétences. Il n'est pas là que pour apprendre voilà, les additions, etc. Il doit aussi devenir une personne, plus tard un citoyen. Donc, il faut qu'il apprenne à s'auto-évaluer, à exprimer ses émotions, exprimer ses besoins, prendre des initiatives, à écouter les autres. Donc, on va essayer de développer ces compétences-là dans le milieu scolaire. Ok. Et donc, très rapidement, pour laisser du temps à Madame Jelnicek après, est-ce que tu peux, parce que justement, il y a ce passage primaire-collège, donc comment vous intervenez dans cette orientation? Alors, cette orientation, elle se prépare généralement une année ou 2 années avant la fin de la scolarisation en primaire. Donc, elle a déjà été beaucoup travaillée voilà, on a travaillé beaucoup avec les parents, avec les enseignants pour savoir quelles sont pour identifier les capacités de l'enfant. Voilà, je passe rapidement sur cette diapo à domicile parce que il y a aussi pour travailler cette transition en fait vers l'adolescence finalement, vers la sixième, le collège ou vers d'autres structures. Il y a quand même un travail très important à faire autour de l'autonomie et de la responsabilisation progressive de l'enfant pour qu'il apprenne à s'organiser, à préparer ses affaires et même à être conscient des petites choses qu'il peut faire au quotidien. Et ça, en fait, comme je vous disais, c'est vraiment des compétences transversales qui vont l'aider aussi plus tard. Et donc, pour la suite, on va en fait réfléchir et identifier avec les parents et l'équipe pédagogique les habiletés de l'élève à suivre une scolarité ensuite soit en sixième ou en IME, ou alors s'il poursuit en Ulysse collège par exemple. On va voir quel est son niveau scolaire, quel est son niveau d'autonomie, quelle est sa capacité d'adaptation aussi, son niveau de communication. Et en fonction de ça, on va essayer de l'orienter vers la structure la plus adaptée. Et puis, on va rencontrer les futurs partenaires, les futurs enseignants, parfois les AESH qui sont déjà dans les classes d'Ulysse au collège, pour pouvoir justement faire un maillage un peu de cette transition et transmettre en fait les informations que nous avons au sujet de l'élève. Et on va visiter aussi les lieux avec les parents et avec l'élève pour commencer, voilà, pour qu'il ait une vision d'ensemble aussi et qu'il s'habitue déjà à ses prochains locaux. Voilà, donc j'ai fait très très vite, mais c'est assez dense finalement notre accompagnement. Voilà, donc s'il y a des questions, il n'y a pas de souci. Très bien, merci Amandine. Merci. Alors du coup, on attend, voilà, super. Et je vous laisse installer, lancer votre diapo. En attendant, je vous remercie d'avoir accepté de venir témoigner de votre expérience. Donc, pour vous présenter, vous êtes la maman de Jean, c'est ça, qui est un adolescent. Alors, je vous demande oui. une petite indulgence. Est-ce que tout va bien? Est-ce qu'on voit? On voit tout, oui. Ah, c'est parfait. Bon. Effectivement, je suis maman de Jean et Jacques. Jean, il a 15 ans, il est autiste, il est scolarisé au lycée. Jacques, il a 13 ans et c'est un merveilleux petit frère qui joue un rôle essentiel, je pense aussi, dans le développement de Jean.
Mais j'ai un devoir assez compliqué parce que je dois être assez rapide pour vous raconter cette aventure qui, j'ai intitulé mon diapo « Les comités de l'école inclusive dans l'ordre » parce que finalement il y a plusieurs, mais on démarre par le groupe de travail. Alors, ces groupes de travail auront lieu en 2017 à la MDPH de l'Aude. L'origine, c'est une rencontre entre le président du département et un couple qui partage lors d'une rencontre qui est vraiment à un autre sujet, c'est juste la visite du président dans les exploitations agricoles. L'exploitation agricole se porte à merveille, mais le problème de ce couple, c'est la déscolarisation de leur fils. Il devrait être au collège, il est déscolarisé et finalement, on ne lui propose aucune solution valable. Le président est touché par cette rencontre. Il propose une réunion, mais les parents de Maë ne vont pas venir tout seuls. Ils vont venir avec d'autres parents qui partagent la même expérience ou qui sont touchés, qui sont concernés par les situations de déscolarisation. Ils vont venir aussi avec des professionnels libéraux qui accompagnent, qui gravitent autour de ces familles. Et à partir de cette rencontre, il y aura la décision de créer des groupes de travail à la MDPH avec la directrice de la MDPH qui va jouer un rôle d'une fédératrice extraordinaire pendant des années. Quel va être l'objectif de ce groupe de travail? Donc, premièrement, recenser les situations concernées, savoir combien de situations posent des problèmes, à quel niveau, faire tout ça, bien évidemment, pour prévenir la déscolarisation et remédier aussi les situations de déscolarisation qui existent déjà. L'objectif, c'est bien évidemment aussi faire un état des lieux. Parce que si on ne connaît pas toutes les situations, comment on peut apporter les solutions adéquates? Alors, en 2017, l'état des lieux qui va être présenté parle de 53 enfants avec TSA scolarisés ou en décrochage partiel, ou déscolarisés, 13 qui n'ont pas une scolarité suffisante et 12 qui sont en attente de place en IME. Ces chiffres... elle parle d'elle-même. Je pense que si on prend en compte les statistiques, il nous manque un demi-millier. Mais ça va être aussi un point de départ peut-être pour s'interroger sur beaucoup de choses et toujours demander un état des lieux. Cette demande reste actuelle toujours. Quelle va être la position des parents? Parce que je les représente, bien évidemment, donc je vais parler surtout de ça. Pour nous, ce qui est le plus important, c'est bien sûr les lois en vigueur et notre devoir de garantir l'accès aux droits à nos enfants. Donc, bien évidemment, on va se référer à les deux lois de 2005-2013 qui disent que l'école est pour tous les enfants. L'école inclusive, ce n'est pas juste pour les enfants handicapés, c'est pour tous les enfants. Et on va aussi souvent faire rappel des documents qui étaient signés en 2001, donc le CIF, qui parle de cet objectif de participation sociale. Finalement, c'est le seul rôle qu'un jeune, un enfant, un jeune adulte doit jouer dans sa vie, un rôle d'élève. Alors, le cadre de notre travail à la MDPH va être posé très clairement. Il faut collaborer, il faut coopérer avec les institutions. Donc, on nous annonce la présence de l'ARS et la présence des associations gestionnaires. Alors, dans le document, vous trouverez cette citation de Hervé Benoît qui résume, je pense, beaucoup mieux que moi les obstacles des partenariats institutionnels. Très rapidement, pourquoi pour nous, ça semble être un impasse parce que d'un côté, on parle d'une école inclusive, donc de l'accès universel aux droits, et de l'autre côté, on nous dit qu'il y a un système qui est basé sur les privations des droits.
Privation ou limitation. Donc, si on prend la définition de la maltraitance, pour nous, malheureusement, c'est ce cadre-là. Et on nous dit maintenant, il faut collaborer entre deux systèmes. Celui-là qui donne l'accès universel au droit et celui-là qui fait une bienveillante, bien évidemment, mais maltraitance. Les réactions vont être effectivement quelquefois bouleversantes. Il y aura des parents qui claqueront la porte, les professionnels libéraux qui étaient avec nous vont s'effriter, bien évidemment, parce qu'ils ne verront pas les possibilités de faire quelque chose. Nous, les parents, on doit, Madame Gonzalez l'a dit tout à l'heure, il faut aussi composer avec les moyens qui sont actuellement disponibles parce que nous ne pouvons pas nous permettre de laisser nos enfants en espérant qu'un jour l'école inclusive va exister réellement. Donc on accepte, on est là. Il y a beaucoup de réunions, on discute beaucoup, mais on a envie aussi de faire quelque chose de concret. Alors, quelle va être notre proposition des parents? On proposera deux choses qui sont finalement une réponse au problème qui est très fréquemment cité, ça veut dire manque de formation, manque d'information, l'accès aux informations qui ne sont pas toujours peut-être filtrées de qualité. Alors, ce qu'on va proposer très rapidement, c'est une sensibilisation parce que nous ne sommes pas les formateurs et on nous fait signaler à plusieurs reprises la relation entre les enseignants ou les professionnels de l'école et les parents peuvent être quelquefois conflictuels. Donc, on aurait cette idée de proposer la sensibilisation avec un outil qui s'appelle Kit ABC ou Parcours ABC, peut-être certains connaissent. Certains parents pouvaient participer à la sensibilisation qui avait lieu au Centre des ressources autisme à Midi-Pyrénées. Nous étions séduits, on trouvait que c'est un outil vraiment pertinent. On propose cette sensibilisation qui va s'adresser aussi pas seulement aux professionnels de l'éducation nationale. C'est un outil qui peut être déployé auprès de tout le monde. Je vais le présenter peut-être un tout petit peu plus précisément, mais je vais parler encore du deuxième projet qu'on va proposer. C'est une collaboration avec le réseau Canopé pour permettre de créer voilà, la mallette pédagogique ou aussi rapprocher le centre de ressources, centre de documentation du CRA de Montpellier, dans l'Aude, à Carcassonne, pour permettre à nouveau au public très large, parce que les ateliers Canopé sont ouverts pour tout le monde, les supports, les livres, les informations concernant l'autisme qui vont être sélectionnés avec des professionnels. Les professionnels, bien évidemment, on va solliciter le Centre de ressources autisme. La sensibilisation avec le kit ABC sera organisée à la MDPH. Là, on pourra toujours compter sur la directrice de la MDPH qui nous ouvre la porte. Elle posera une condition formidable. Elle nous dira, le médecin de la MDPH, le médecin coordonnateur, va participer à cette sensibilisation parce que les professionnels de la MDPH ont aussi besoin d'être sensibilisés, formés à l'autisme. Alors, le kit ABC a été élaboré par le Centre de communication concrète, le centre qu'on connaît peut-être si on s'intéresse un tout petit peu à l'autisme, avec des publications très intéressantes, avec des outils aussi qui sont très pertinents. C'est un outil qui permet une immersion dans l'autisme. Donc, c'est une mise en difficulté à travers des 10 exercices qui vous permettent mieux ressentir les difficultés des autistes et à travers de ces exercices qui sont à l'apparence un peu ludiques et qui permettent voilà, de vraiment se mettre en difficulté. On aborde et on fait ressentir les particularités sensorielles, les particularités cognitives des autistes et
corrigez-moi Véronique si je dis une bêtise, je pense que aussi le côté des particularités émotionnelles peut être abordé avec ce kit. Et cette aventure, donc, j'ai profité pour décrire un tout petit peu les objectifs des kits ABC, mais ces informations peuvent être consultées en ligne. Alors, voilà, qui va intervenir pour nous sensibiliser? C'est pas nous, les parents, qu'on va le faire. On va solliciter le centre de ressources autisme et c'est Véronique Granit ici présente et avec sa collègue psychologue Céline Alcaraz qui vont venir à la MDPH et qui vont intervenir auprès de 2 groupes composés d'un médecin coordonnateur MDPH, un médecin généraliste qui est formé à l'autisme, le directeur du Canopé, parce que ce projet de peut-être déployer le kit ABC va concerner aussi l'atelier Canopé. Il y aura le président de l'OCCE qui est l'enseignant spécialisé, il y aura la professeure ressources autisme, donc les professionnels de l'éducation nationale, mais on aura aussi les représentants de la direction départementale de la cohésion sociale, les 2 représentants associatifs, parce que l'intérêt, c'est aussi sensibiliser le milieu des activités périscolaires ou extrascolaires. Tout le monde va apprécier le kit ABC. Les retours vont être très positifs. Est-ce qu'on va les déployer? Pas beaucoup. Ça peut-être, je parlerai encore un tout petit peu à la fin, si j'aurai le temps. Mais je passe maintenant à la 2e réalisation que nous avons faite. C'est la mallette pédagogique à l'atelier de Canopé de l'Aude. Alors, on contacte le centre de ressources autisme pour nous aider de choisir les outils pertinents, les livres, peut-être aussi d'autres supports. Quand on arrive à l'atelier Canopé, finalement, ce projet, je pense qu'il est assez ficelé par les parents et les parents font majoritairement partie d'une association qui s'appelle Autisme Vivant Ensemble dans l'Aude. On contacte le CRA, on obtient bien évidemment l'accord des professeurs Bagdadli. Avec le président de l'époque de l'OCCE, on a aussi une garantie que si personne d'autre ne financera pas cette mallette, l'OCCE va la financer, ce qui va se produire ensuite avec la participation du département. En tout cas, on a réussi de le réaliser. Cette mallette pédagogique, elle existe en 3 exemplaires. Il y a aussi les livres complémentaires qui sont disponibles. Comme je disais avant, le Canopé est ouvert pour tout le monde. Donc, cette sensibilisation s'adresse vraiment à toutes les personnes qui peuvent avoir besoin les informations sur l'autisme. Je veux défiler très rapidement peut-être les supports qui ont été sélectionnés, bien évidemment, avec un consensus un peu de tout le monde. Donc, de notre côté, notre garantie de qualité, c'était le centre de documentation du CRA de Montpellier avec le conseil. Il y a aussi les supports qui sont édités par Canopé. Il y a le livre qui me fait tellement plaisir, qui est intitulé « Aider son enfant autiste » où les 2 co-auteurs font partie de l'équipe du CRA. Donc, il y a aussi peut-être l'espoir que ce projet avec Canopé pourra se développer et pourquoi n'est pas avec vous, avec peut-être les interventions, entre autres, des auteurs du livre. C'est un projet qui pourra vivre, qui était un peu suspendu à cause du confinement parce que l'atelier était fermé comme toutes les bibliothèques à l'époque. Donc, on pourra le faire revivre à nouveau. Dans la mallette et dans les supports, il y a tout ce qui est théorique sur la scolarisation, sur la pédagogie différentielle, sur l'autisme
sans déficience intellectuelle, mais aussi avec. Il y a des supports qui parlent clairement des autistes avec déficience intellectuelle. Il y a tous ces albums jeunesse et le livre merveilleux « Comment comprendre mon copain autiste » pour permettre de travailler avec les enfants. C'est tellement important. Je ne dirais pas le contraire de Madame Gonzalez qui a insisté sur cette question. Voilà, les livres complémentaires, comme je vous ai dit, donc l'autisme sans déficience, avec déficience, et aussi la cytographie avec les ressources du CRA, avec les films réalisés par Sophie Robert, Enfants autistes, bienvenue à l'école. Bien évidemment, toutes ces choses-là peuvent vivre et peuvent évoluer, on espère qu'elles vont évoluer. Une petite chose assez importante, et peut-être pas si petite, c'est la question qui a été évoquée et qui a démarré lors du groupe de travail, c'est la question de la PAOA. Alors, j'ai mis cette citation que je déteste, élèves qui n'ont pas du tout le niveau de la classe. Qu'est-ce qu'on fait avec? Et effectivement, quand il y a le passage au collège, ce niveau est tellement évoqué. Alors finalement, lors des groupes de travail, la conseillère pédagogique ASH de l'époque va nous dire, mais il n'y a aucun problème. Il y a la PAOA. Alors, la PAOA, on ne connaissait pas, moi j'avoue aussi, la première, je ne connaissais pas ce que c'était. La circulaire de 2016 décrit parfaitement, donc c'est une programmation adaptée des objectifs d'apprentissage. C'est un outil qui appartient à l'éducation nationale, qui n'a pas besoin d'une coopération ou peut-être de plusieurs partenaires pour se mettre en place. Il devrait être noté dans le PPS. Il n'y a pas besoin d'une notification de la MDPH, comme quelquefois on a pu voir les informations erronées. Le PPS, bon, on le fait ou on ne le fait pas toujours. La PAOA doit être inscrite, mais moi j'avoue, la PAOA de mon fils, c'était d'ailleurs la première parce qu'on s'est aperçu en 2019 que finalement ce merveilleux outil n'était pas du tout déployé, pas du tout utilisé. Donc en 2019, on a démarré. Ça ne fait pas inscrit encore en PPS aujourd'hui. Oui, le PPS de Jean contient la PAOA, mais c'est une solution. C'est un outil qui, effectivement, je pense qu'il devrait être peut-être beaucoup plus souvent déployé. Alors, pour un peu très rapidement faire un petit bilan, qu'est-ce qui s'est passé avec nos groupes de travail? Alors, en 2020, ce groupe de travail donne un peu la naissance, en partie, au comité départemental pour la scolarisation des élèves avec troubles du spectre de l'autisme. Ce comité va être composé de plusieurs partenaires. Là, c'est la directrice académique qui l'installe et qui invite bien évidemment les associations gestionnaires. Il y a un représentant aussi des associations des parents, c'est notre association Autisme Vivant Ensemble dans l'Aude. Alors, j'ai mis aussi cette petite promesse d'un état de lieu affiné parce qu'effectivement, quand j'ai recontacté avant le webinaire les services ASH, en demandant un état des lieux, je ne l'ai pas encore reçu, peut-être qu'il existe, parce que la loi de 2020 a mis en place aussi le comité départemental des suivis de l'école inclusive, qui sont censés établir un état des lieux et faire un bilan annuel des résultats qualitatifs et quantitatifs. Donc, je ne peux pas vous présenter ces données parce que je ne les ai pas obtenues, mais j'ai obtenu cette promesse d'un état des lieux fin janvier 2020. La petite information que j'ai reçue, c'est juste qu'aujourd'hui, on a 170 élèves TSA de la maternelle au lycée, dans les départements. Et en ce qui concerne le PAOA, aujourd'hui, il y a une quinzaine en cours de réalisation.
Parce que ces deux expériences dont je vous ai essayé d'écrire rapidement les objectifs, les aboutissements étaient plutôt accueillis positivement. On pense qu'on pourra envisager la poursuite de la collaboration avec Atelier Canopée. Et est-ce que le kit ABC pourra être déployé? Moi, je l'espère très, très, très sincèrement. Ce qu'il est très souvent évoqué, c'est le coût de cet outil qui, je pense, est parfaitement justifié parce que c'est un travail des professionnels, parce qu'il y a aussi la question de rémunérer des gens qui travaillent, parce qu'il y a le droit de propriété intellectuelle qu'il faut respecter. On a quelquefois la tendance à utiliser ce kit sans respecter la licence, sans respecter le cadre légal. Dans notre département, ce kit était utilisé pendant un module de formation d'initiative nationale de l'école inclusive qui était coordonné par l'inspecteur ASH de l'époque et organisé par tous les enseignants ressources autisme de l'Académie de Montpellier. Et c'était au début de cette année. Un exemple qui est très positif, je parle assez souvent de cette collaboration parce que ça me permet aussi d'être sûr qu'on ne s'est pas trompé et c'est un outil qui peut être déployé à l'Académie de Strasbourg en partenariat avec le Centre de ressources autisme d'Alsace. Le kit ABC était acquis, déployé, utilisé. A priori, ça donne des excellents résultats. Donc, j'espère que peut-être chez nous, il y aura la suite. C'est un petit résumé très rapide et je pense que ce qui est important et bouleversant, c'est aussi le ressenti des parents. Parce que ce groupe de travail, comme nous avons dit au début, était pour premièrement faire un état des lieux, pour pouvoir se rendre compte de la situation, pour pouvoir répondre aux situations concrètes. Et nous avons travaillé pour essayer de trouver des solutions pour les déscolarisations existantes et celles qui pouvaient arriver. Est-ce qu'on a réussi? La réponse, malheureusement, est non. On n'a pas obtenu un très bon résultat. Et je ne veux pas parler beaucoup de ça parce que peut-être qu'il y aura aussi beaucoup d'émotions, mais je veux vous laisser un témoignage d'une maman qui a écrit ce petit courrier, cette petite lettre, ce petit coup de gueule. Elle a écrit ça en 2019. Donc, c'était il y a quelques années. Son fils n'est toujours pas scolarisé. Elle faisait partie de nos groupes de travail. Elle n'est pas la seule. Le garçon par qui ces groupes de travail ont commencé, Maë, il n'est pas retourné à l'école non plus. Et je parle des enfants autistes sans déficience intellectuelle. Je parle des enfants qui ont des compétences, qui ont toute leur place. Chaque enfant a sa place dans une école. Je serais incapable de lire cette lettre parce que je pense que je craquerais. Et ce n'est pas le but. Mais cette maman, ça peut paraître bouleversant. Et moi, j'admire cette maman pour son courage et pour la force qu'elle a pour écrire d'une manière aussi posée et aussi raisonnée, même si ça paraît tellement bouleversant. Oui, on est encore très loin de ce dispositif qui est pour moi le seul valable, le seul démocratique, le seul qui représente les valeurs de la République, l'école inclusive. C'est le seul dispositif qui a un sens pour moi. Et ce qu'on a fait, alors je ne me vexerai pas du tout si certaines personnes vont dire que ce qu'on a fait, c'est juste le collage des pansements, des pansements sur une jambe en bois. C'est un peu ça. Ce sont peut-être les petites caches-misères. Elles ont leur raison d'être. Je ne regrette nullement de participer, de consacrer le temps, l'énergie
pour réaliser ces 2 petits projets. Mais je pourrai dormir tranquillement quand tous les enfants pourront aller à l'école inclusive. Et je pense que le temps est écoulé, donc je ne parlerai plus du tout. Véronique, excusez-moi, je crois qu'on ne vous entend pas. Vous parlez, mais on ne vous entend pas. Je n'avais pas remis mon micro. Donc, on va conclure rapidement avec une question d'abord qui s'adresse à Monsieur Delmas et à Madame Pujol. Est-ce que le nombre d'enfants accueillis dans les unités d'enseignement externalisé est le même partout? Bon, Ou est-ce que ça dépend d'une classe? Ça dépend plus de l'établissement, etc. Nous, on a fait le choix de déployer des moyens humains pour avoir un taux d'encadrement qui est de qualité, puisqu'on a 3 adultes pour 6 le matin et 2 pour 5 l'après-midi. Hein, c'est quand même un beau taux d'encadrement, justement pour pouvoir faciliter l'inclusion et les passerelles avec le reste des classes. Voilà, donc c'est un choix de déployer les moyens du médico-social dans l'école. Hein. Merci. Une question pour Amandine par rapport au CESAD. Est-ce que vous travaillez avec des ergothérapeutes? Est-ce que vous y voyez un intérêt de collaboration? Oui, on travaille avec des ergothérapeutes. Elles sont en libéral, du coup. On travaille avec elles surtout pour la mise en place de l'ordinateur en classe. La collaboration se passe en général très bien. Et oui, ça pourrait être intéressant qu'on ait des ergothérapeutes, enfin un collègue ergothérapeute au CESAD, notamment pour tout ce qui concerne l'intégration sensorielle et tout le travail autour de la sensorialité des enfants. Ça pourrait être un plus, mais voilà, on a des psychomotriciens aussi qui travaillent dessus. Mais voilà, c'est vrai que ça pourrait être effectivement intéressant. Merci Amandine. Et enfin, une personne dans le public cite un lieu d'accueil près de Nantes dans le 44 qui s'appelle A2Zèbre et qui est un établissement pour adolescents déscolarisés en lien avec des établissements scolaires pour permettre à ces jeunes une inclusion progressive. Voilà, peut-être des idées à aller voir sur d'autres territoires. Je conclus juste avec quelques mots. On voit bien à travers vos 3 interventions la nécessité de faire les choses de manière progressive pour créer du lien avec les professionnels, avec les familles. Voilà, enfin, il y a ce lien à créer et qui se fait progressivement avec la société, même de manière générale. Un besoin de communiquer évidemment entre les différents partenaires. Et puis, on retrouve encore une fois les notions de sensibilisation et de besoin de formation, non seulement chez les professionnels, mais aussi chez les familles. Madame Pujol lève le doigt. C'est mon côté enseignant de lever le doigt. Oui, je voulais dire merci à Madame Mielnicek pour son témoignage et son travail. Et puis dire qu'effectivement, c'est quand même, moi je suis issue de l'éducation nationale et je suis très attachée aux écoles publiques, mais il faut reconnaître qu'il y a beaucoup d'effets d'annonce quand même sur cette histoire d'inclusion et que dans la réalité, les enseignants et les structures scolaires sont quand même très pauvres en solutions à offrir pour l'accueil de ces enfants. Voilà. Et c'est très regrettable et c'est difficile du coup de pouvoir mettre en place des choses quand il manque des moyens quand même au bout d'un moment, même avec la meilleure volonté possible des parents, des enseignants, des AESH, de tous les enfants, de tous les gens qui accompagnent ces enfants. Il y a quand même à un moment donné des classes à moins surchargées, des aides humaines à mettre en plus grand nombre. Et ça, à un moment donné, bon, ben voilà, il faut débloquer les fonds, quoi. Et les places à NIME, j'en parle même pas parce que là, on est vraiment, voilà, surtout dans notre département et dans notre académie, où on pleure sur le nombre de places qui manquent.
Mais voilà, moi, On je tenais pleure quand même aussi à pour le les dire. CESAD, je pleure avec vous. Voilà. Je tenais quand même à le dire parce que- Merci de le dire, en tout cas. Si je peux me permettre juste de vous répondre, je suis absolument d'accord avec vous. Moi, je pense que si on parle de l'école inclusive, il ne faut pas oublier que les deux piliers de cette école, ce sont les élèves et les enseignants. Quand je dis les enseignants, c'est tout le monde qui gravite autour d'eux, ou des élèves et des enseignants. Donc oui, ce manque de moyens, ces besoins, d'ailleurs, ces besoins exprimés par les enfants ou par les jeunes adolescents, par les parents, sont exactement les mêmes que celles exprimées par les enseignants qui vivent ces situations au quotidien. Si je peux vous dire juste que ces deux projets étaient réalisés finalement entre les parents et les enseignants spécialisés qui, sans eux, on ne le fera pas. Et je tiens peut-être, bon, je profite de cette occasion à dire un grand merci à Olivier Paolini, qui était le président de l'OCCE à l'époque, qui était un mentor et qui était un soutien pour pouvoir croire que l'école inclusive est possible et voilà, sans cette amitié, je pense qu'on ne réussira pas aussi bien ce projet. Maintenant, comme je dis tout à l'heure, je pense que voilà, les pansements sur une jambe en bois, ça ne résout pas tous les problèmes et je n'ignore pas les besoins des enseignants. Encore une fois, les deux piliers de l'école de la République, de l'école inclusive, c'est les élèves et les enseignants. On ne peut pas les oublier. Merci. C'est la fin de ce webinaire. Vous trouverez l'enregistrement du webinaire d'ici quelques jours sur le site, sur la page YouTube du CRA, ainsi que les présentations, comme je disais tout à l'heure, sur le site du CRA. Je vous remercie. Au revoir. Au revoir, merci à vous. Merci à tout le monde.